Anne-Cécile et Gorgui sont des amis de longue date. Ils ne pouvaient pas m'inviter, malgré cette histoire de grippe et tout, que je refuse de venir. Ce n'était pas possible. Vraiment, je ne réunis pas les conditions. D'habitude, je suis beaucoup plus dynamique et beaucoup plus sympathique quand je parle. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, ce que j'ai proposé à notre modératrice, c'est d'aborder la question de la nouvelle géopolitique en faisant un peu le bilan de certaines relations que nous avons eues avec l'Europe et sous l'angle essentiellement sécuritaire. Beaucoup d'amis le savent, j'ai créé en 2012 avec des amis un institut panafricain de stratégie, ce qui nous a permis d'organiser les 2 premiers forums de Dakar de 2014 et 2015. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les questions de sécurité et franchement je pense avoir vu les problèmes, les difficultés dans les relations Afrique-Europe. Alors, prenant la crise du Sahel, j'étais étonné moi que l'Europe qui a des milliers de think tanks en géopolitique, en géostratégie, que l'Europe n'ait pas pu voir ce que nous, avec peu de moyens et peu de ressources, avions perçu clairement. Ce n'est pas à titre personnel que je le dis, mais je pense que c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant. Quand nous avons vu ce qui s'est passé en Libye, nous sommes allés voir le président ATT, que Dieu ait pitié de son âme. Il nous a très bien reçus et on lui a expliqué notre point de vue. On lui a dit que les Occidentaux, la France, l'Angleterre et l'OTAN, étaient en train de commettre une catastrophe en Libye et que la conséquence, s'ils atteignent leur objectif, la première conséquence, c'est ce qui va sortir de la Libye pour entrer dans tous les pays du Sahel. Et le Mali risque d'être une des premières victimes de cela. Et le président était très intéressé par cette démarche. Alors il me dit, écoute, Gadio, j'envoie tout de suite des émissaires à Sarkozy. Je dis, Monsieur le Président, c'est justement pas la bonne direction, parce qu'il a ses convictions très fortes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le convaincre. Il me dit, mais où est-ce qu'on peut trouver un point d'appui? Je lui dis, on peut parler aux Américains qui ont un engagement assez mou sur cette question parce que, d'après mes informations, ils ne sont pas convaincus que c'était la meilleure démarche. Alors il me dit, d'accord, vas-y. Je lui dis, non, il faut me mettre en mission. Comme je n'étais plus ministre des Affaires étrangères du Sénégal, c'était en 2011, pardon, je lui ai dit, il faut que j'aille parce que je suis envoyé par le président ATT du Mali. Étant panafricaniste, je me sens malien, sénégalais, nigérien, camerounais, il n'y a aucun problème. Alors il a beaucoup rigolé et le lendemain j'avais ma lettre de mission. Et entre-temps, il a fait quelque chose d'extraordinaire parce que je témoigne pour lui. Kadhafi lui envoyait chaque 2-3 jours un émissaire pour lui rendre compte de la situation. Donc il a demandé à Kadhafi, parce qu'on lui a dit quelles concessions Kadhafi était prêt à accepter ou à faire pour qu'on règle cette histoire, qu'on aille avec des propositions. Donc il m'a fait convoquer le lendemain pour me dire que c'est bon, l'émissaire est venu et il a pu communiquer avec son leader. Kadhafi est d'accord avec nous à 100%. 100% d'accord pour qu'on engage un processus pour arrêter la guerre et deuxièmement pour qu'il puisse quitter la Libye, tout simplement. Et il était prêt à aller au Mali, au Sénégal, jusqu'en Afrique du Sud, n'importe quel pays d'Afrique qui pouvait l'accueillir, mais il était prêt à partir. Et on lui avait demandé qu'il laisse le reste de son administration travailler avec les autres Libyens, y compris les rebelles, pour avoir un plan de paix, un plan de sortie de crise, etc. Il était tout à fait d'accord. Alors, on va aux États-Unis. Notre ami Johnny Carson, qui était assistant secrétaire d'État aux affaires africaines, nous amène des spécialistes de l'Afrique, du Sahel, de la Libye, etc. Et c'était 4 contre 1. J'étais le seul dans la salle. Le monsieur du Pentagone était très dur. Le monsieur de la Maison Blanche, National Security Advisor, était très dur. Et le monsieur du département d'État qui s'occupe de cette partie du monde aussi. Et un autre expert qu'ils avaient amené comme arme secrète parce qu'il était très très bien informé, très renseigné. Alors on a eu, lui ne faisait qu'écouter. C'est vraiment quand il a senti qu'on était en train de convaincre ses autres 3 collègues qu'il est monté au créneau. Après ses collègues nous ont laissé pendant presque 2 heures dans un affrontement, une confrontation historique
À la fin, il a souri, il me dit, écoute, en fait, la proposition, c'était demander à M. Sarkozy de marquer une pause, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire là-bas, parce que la conséquence immédiate, nous, on va la payer, mais vous aussi, par ricochet, vous allez payer. Le Sahel va s'effondrer. Le Sahel va s'effondrer. Et si le Sahel s'effondre, la CEDEAO, l'espace CEDEAO va s'effondrer. Et avec ce qui se passe au Kenya, avec les Chebab de Somalie, ce qui se passe en Ouganda, Tanzanie, et ce qui commençait à apparaître en RDC, avec les ADF qui viennent de l'Ouganda, etc. Et surtout la tragédie de Boko Haram. On leur disait que si vous ne faites pas attention, l'Afrique sera dans le désarroi total. Et ces gens-là, une fois que vous les laissez installer, les sortir de là-bas est encore 10 000 fois plus difficile que si on leur barre la route maintenant. Alors, pour simplifier, ils acceptent, ils disent qu'ils vont parler à la France, mais ils posent une condition. L'Union africaine tient un sommet le 25 mai 2011 sur la situation en Libye. Dites au président ATT de les convaincre de faire un communiqué, une résolution très forte qui exige, qui ne demande pas, mais qui exige. S'ils le font, vous allez voir, on va parler au président Sarkozy, on va régler ce problème. Je rencontre le président ATT, je lui dis, ça y est, nous avons réussi, nous avons réglé le problème, parce que voilà les conditions. Il me dit, petit frère, ça c'est bon, ça on va régler ça. Malheureusement, il va à Addis, il n'a pas eu de soutien. Ils ont fait un communiqué très mou. Les Américains étaient les premiers à me téléphoner à propos de ce communiqué pour me dire, cher ami, tu as vu ce qu'on te disait, le soutien que vous pensez avoir en Afrique, vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est pour dire que malgré la gravité de la situation du Sahel, la gravité de la situation en Libye, nos amis occidentaux n'ont pas vraiment bien compris. Ou ils n'ont pas compris, ou c'était leur option de ne pas comprendre parce qu'ils avaient des objectifs. D'autant plus qu'ils avaient une expérience précédente avec ce que les Américains ont fait en Irak. Ils sont allés détruire une civilisation historique. Et démanteler un pays, un peuple, un grand peuple. Saddam Hussein, c'est un problème, mais le peuple irakien, c'est une autre question. La conséquence, c'était quoi? La naissance de Daesh, terrorisme mondial, etc., etc. Et toutes les accusations tout à fait inconsistantes que Saddam travaille avec Ben Laden et tout, totalement faux. Les armes de destruction massive, totalement faux. Alors, je me suis dit que dans la géopolitique, il y a quand même une forme de cécité. Quand on ne veut pas comprendre certaines choses, on fait tout pour ne pas les comprendre. Et donc, nos amis français, anglais, OTAN, ils avaient un exemple, un précédent devant eux, le démantèlement de l'Irak par l'intervention des Américains et encore une fois avec leur ami de United Kingdom, Tony Blair, qui avait accompagné George Bush. Et après ça, qu'est-ce qui nous arrive? L'État du Sahel, vous connaissez. Le Sahel a perdu la guerre contre le terrorisme. Il n'a véritablement d'ailleurs jamais engagé cette guerre parce que nous, en 2012, quand on a commencé à proposer la mise en place d'une force régionale africaine, la mutualisation, une armée africaine au besoin, et on donnait des exemples très concrets. Prenez le cas du Nigeria aujourd'hui. Boko Haram a fait 40 000 victimes au Nigeria, de 2009 à maintenant. 40 000. Quand il y a 15 victimes, 20 victimes dans les pays développés, c'est une catastrophe nationale. Est-ce que la vie des Africains a du sens et est importante aussi? 40 000 victimes. Et les Africains n'ont même pas marqué ce coup-là pour en discuter. Et quand les Français intervenaient pour Serval, le président Idriss Déby était le seul chef d'État africain. Lui, je lui rends un hommage absolument extraordinaire parce qu'il y croyait. Il y croyait au point qu'une des dernières conversations qu'on a eues, il me dit, si les chefs d'État africains approuvent l'idée de l'armée africaine, je démissionne de la présidence du Tchad et je deviens le chef d'état-major général de l'armée africaine. Ce monsieur, il y croyait. Alors, qu'est-ce qui nous arrive avec la CEDEAO? 42 réunions. 42 réunions avant l'intervention. Et Déby allait à Abidjan leur dire, pourquoi on fait encore une réunion? Monsieur le ministre, je vais vous inviter à conclure, s'il vous plaît. Bon, ça va être une vraie fausse conclusion parce que il me faut quand même dire que nos amis européens, parce que c'est important, l'histoire de fonder les relations, moi je ne suis pas pour qu'on fonde de nouvelles relations, qu'on refonde, etc. Je suis pour qu'on invente tout simplement une nouvelle relation avec l'Europe. Parce que le fait de nettoyer
ce qu'il y a dans les écuries d'OGEAS en termes de relations avec l'Europe. Ça nous prendra tellement de temps que nous allons tous mourir avant que ça se fasse. Il y a un passif humanitaire, on l'a dit ce matin, avec l'esclavage, avec la colonisation, avec le post-colonialisme, tout ce qui s'est passé, que vouloir refonder, ça veut dire qu'on pense qu'il y a quand même une sorte de zeste d'humanité dans les relations anciennes qu'on peut nettoyer, polir et les sortir. Ce n'est pas vrai. C'est tellement compliqué, tellement dur, et qu'on ne vit pas dans l'amertume, dans les regrets. Pourquoi on nous a fait ceci? Les Africains, comme je dis, doivent prendre leur destin en main. Nous avons tout. Le continent potentiellement le plus riche du monde. On a 1 milliard de jeunes, ce que les gens refusent de reconnaître, 1 milliard. On a des terres qui nous permettent de nous nourrir, d'éduquer nos enfants, de nous développer. On a toutes les ressources naturelles du monde. Il nous manque bien entendu... Juste un mot. Il nous manque juste le leadership. Il nous manque le leadership. Et à mes amis français, quand même, je vais dire deux mots. Quand j'étais étudiant à Paris, dans les discussions avec mes amis français, y compris les révolutionnaires, communistes et autres, il m'arrivait de leur dire que malgré votre bonne volonté, la France, si elle veut changer la nature de ses relations avec l'Afrique et les Africains, la France doit expurger ce que j'appelais à l'époque le refoulé colonial. Le refoulé colonial qui fait que, parce que la France a une très belle histoire, siècle des Lumières, les plus grands savants, philosophes du monde, etc., il y a des Français qui vivent dans cette nostalgie et qui ne considèrent quasiment pas les Africains dans leurs relations, dans les discussions. Ça pose problème. Un autre point, c'est le syndrome de l'unilatéralisme à prétention universelle. Quand certains amis français, quand ils vous parlent, ils ne comprennent pas que vous ne comprenez pas. Ils ne comprennent pas que vous ne soyez pas d'accord. Alors, parce que pour eux, quand un Français ou une Française prend son temps et fait un bon travail et vous le présente, vous devez l'admettre et accepter immédiatement. C'est ce que j'appelle l'unilatéralisme à prétention universelle. Quand ce qu'ils disent, eux, ils en sont convaincus, ils sont convaincus que tout le monde doit être convaincu. Ce n'est pas la situation. Et le dernier point, c'est les amis de l'Union européenne. Ils ont de belles analyses sur la Chine, sur la Russie, sur la Turquie, sur tout ce qui, entre guillemets, envahissent l'Afrique et viennent nous créer des problèmes. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de leur relation avec l'Afrique? C'est ça qui est plus important. Est-ce que nous, on a besoin que nos amis européens nous expliquent ce que sont les Chinois, ce que sont les Russes, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Tout ça, c'est vraiment problématique parce que, encore une fois, nous sommes des adultes. Nous voulons prendre notre destin en main. Nous voulons régler nos problèmes. Qu'on arrête de réfléchir pour nous. 20 stratégies Sahel, vous vous rendez compte? Et 20 stratégies Sahel ont effondré le Sahel. 20 stratégies. Même le Danemark, qui est un pays très sympathique, que je respecte beaucoup. Le Danemark a une stratégie Sahel. Qu'est-ce qu'ils savent de la culture, de la civilisation saharo-sahélienne? Et on s'est retrouvé, chaque pays européen avec sa stratégie Sahel. Donc, à force de nous imposer et puis ces stratégies sont sans nous, en dehors de nous. Et après, on vient nous convaincre que c'est les bonnes stratégies. Conséquence, ça n'a pas marché. Comme disent les jeunes là, tout ce qui s'est fait pour nous, sans nous, c'est fait contre nous. Merci.